Bonjour à tous pour ce webinaire sur l'analyse du cycle de vie des organisations. Attendez, Donc ce webinaire est organisé par la chaire ELSAPACT, dont je suis le titulaire, Arnaud Elias, qui est directeur de l'UMR-ITAP et le titulaire adjoint, et Charles Pradino, ici présente, et l'ingénieur chargé de projet chaire. Alors cette chaire, en deux mots, c'est un partenariat recherche-entreprise-enseignement qui a pour objectif de diffuser la pensée cycle de vie, c'est-à-dire d'essayer de mettre en œuvre des analyses du cycle de vie pour prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à leur transformation, leur usage et leur fin de vie, c'est-à-dire sur l'ensemble du cycle de vie d'un service, d'un produit ou d'une entité. Et cette chaire a 4 piliers applicatifs qui sont la gestion de l'eau, l'agriculture et l'agroalimentaire au sens très large du terme, les produits résiduaires organiques, et puis là on voit qu'on commence à boucler la boucle du cycle de vie, et puis les énergies renouvelables, mais les produits résiduaires organiques peuvent aussi être valorisés en nutriments pour l'agriculture, notamment à travers la gestion de l'eau par la fertigation, et c'est un petit peu l'objectif de la chaire, c'est de fournir des outils et des méthodes d'évaluation environnementale et sociale qui vont permettre de la transition vers une économie beaucoup plus circulaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, sur ces quelques mots de présentation de la chaire, on va rentrer dans le vif du webinaire. Donc, Aristide va nous afficher un petit peu les résultats du sondage. D'abord, avant de nous présenter nous-mêmes plus en détail, on voulait savoir un peu qui vous étiez, vous. Donc, on voit qu'il y a quasiment la moitié des personnes présentes sont des ingénieurs ou des techniciens, un tiers des enseignants-chercheurs, et puis après, ça se répartit entre des gestionnaires, des cadres dirigeants et autres. Alors, les structures, là aussi assez équilibrées. On a un tiers d'entreprises, un tiers d'institutions académiques, et puis le reste se répartit entre des bureaux d'études, des collectivités ou des services et autres. Et puis, on a des gens d'un peu toutes les régions, avec malgré tout que presque 40% de gens d'Occitanie, mais 60% des gens sont soit du reste de la France et 7% de l'étranger. Donc, après avoir vu un peu qui vous étiez derrière les écrans, on vous donnera la parole en fin de séminaire, hein, mais les intervenants du programme, c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire. Donc, je suis titulaire de la chaire ELSAPACT, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis, Charlotte Pradino va vous faire une présentation pour mettre un petit peu, pour bien décrire ce que c'est l'analyse du cycle de vie des organisations. Et après, on aura 4 intervenants qui vont faire des retours d'expérience de différentes applications, aussi variées que Anthony Benoît qui va nous parler d'une démarche réalisée au CIRAD, Agatha Sferratore qui va nous parler d'une démarche en cours dans la société Canal de Provence, Antoine Esnouf va nous parler d'une démarche non pas appliquée à une organisation, mais à un projet, un gros projet de recherche. Et puis Stéphane Lepochat, qui est directeur R&D de EVA, nous parlera un petit peu de retour d'expérience d'un bureau d'études. Alors, après chaque retour d'expérience, comme vous l'avez déjà dit Aristide, vous avez des questions, vous tapez des questions dans le question-réponse, et puis vous pouvez voter sur des questions déjà posées pour ne pas les reposer plusieurs fois, et du coup, elles vont monter dans la liste et elles seront répondues en priorité. À la fin de chaque intervention, sauf celle de Charlotte, qui est la présentation de base pour vous expliquer ce que c'est, il y aura des questions-réponses complémentaires. Et à la fin de après chaque intervention, il y a des questions-réponses, et à la fin de toutes les interventions, vous pourrez aussi prendre la parole en levant la main, comme vous l'a fait voir Aristide en bas à droite de votre menu. On a un objectif de fin du webinaire autour de 12h30. Alors, les diapos du webinaire ainsi que les enregistrements seront disponibles après, donc ça peut vous aider à alléger la prise de notes. Et un lien vous sera envoyé à tous à travers vos adresses mail pour pouvoir télécharger toutes les présentations et la vidéo. Alors, pour introduire ce webinaire, on va partir des grandes familles d'approches en évaluation environnementale. Donc, on sait qu'il y a, quand on veut présenter très rapidement les évaluations environnementales, on dit qu'il y a 2 grandes familles d'approches. Il y a les approches orientées produits
ce que sont, par exemple, la plus connue, c'est le bilan carbone. On va calculer l'empreinte carbone d'un litre de lait, par exemple. Mais on peut aussi faire ça en multicritères, ça s'appelle une analyse de cycle de vie. Donc, il y a toute la famille des approches orientées produits ou services. Je vais calculer l'empreinte environnementale d'un produit ou d'un service, euh, comme je viens de vous l'expliquer. La deuxième grande famille d'approches, c'est les approches orientées sites. Là, typiquement, c'est les études d'impact ou les analyses de risques industriels qui règnent en maître sur ces familles d'approches, mais il y a aussi différentes méthodes qui vont faire, par exemple, pour l'agriculture, une analyse de risque à l'échelle de l'exploitation. Donc ça, on reste quand même malgré tout dans ces deux familles d'approches à des échelles micro, et c'est les approches qui sont les plus développées et les plus utilisées en termes d'évaluation environnementale. Et pour chacune de ces méthodes, chacune de ces approches, il existe plusieurs méthodes disponibles. Si on passe à des échelles méso, on va avoir des approches qui sont dérivées des approches orientées produits-services, qui sont ce qu'on dit lifestyle, c'est-à-dire quelle est l'empreinte environnementale, par exemple, d'un régime végétarien comparé à un régime carné, ou quelle est l'empreinte environnementale d'un mode de vie occidental avec beaucoup de déplacements versus un mode de vie plus sobre. Et là, il y a tout un tas de méthodes, l'empreinte écologique, etc., qui permettent de faire ça, et la CV aussi, hein, bien entendu. Et puis, à des échelles méso, il y a tout ce qui est aménagement régional. Là aussi, il y a un certain nombre de méthodes. Et on a, au sein de la chaire ESAPAC, beaucoup développé les ACV territoriales qui répondent bien à ces questions. À l'autre bout de l'échelle, à des échelles très macro, on a des méthodes d'évaluation environnementale à l'échelle de pays ou de régions. Alors, typiquement, c'est une empreinte environnementale à l'échelle des nations. Par exemple, l'empreinte eau d'une nation, l'empreinte écologique d'une nation, et ça permet par exemple de calculer à des échelles ultra macro le jour de basculement. Tout le monde a entendu parler du jour de basculement qui a été un peu reculé, enfin significativement reculé avec le Covid cette année. C'est le jour où on a utilisé toutes les ressources disponibles annuellement sur la planète. Et puis, entre les deux, il y avait un peu un chaînon manquant. Et le chaînon manquant, qui est au niveau des organisations, et là, c'est dont on va parler aujourd'hui, c'est comment l'ACV a essayé de répondre à ce chaînon manquant entre des approches très microscopiques qui sont l'ACV d'un produit et des approches ultra macroscopiques que sont l'empreinte d'un pays ou d'une nation. Donc, pour vous présenter ça, je vais laisser la parole à Charlotte qui va vous présenter l'ACV des organisations. Merci à tous. Ok, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai pour mission de vous faire un peu de théorie avant de passer à la pratique. Donc, je vais essayer de vous faire un panorama un peu sur ce que c'est l'ACV des organisations à travers les 4 points suivants. Essayer de comprendre d'abord à quel problème répond cette démarche. Ensuite, de comprendre quel est l'intérêt d'appliquer une ACV des organisations. Quels sont les documents de référence qui existent aujourd'hui. Et enfin, comprendre un peu quelle est la complémentarité et les différences entre les ACV produits classiquement utilisés et les ACV des organisations, qui est une démarche beaucoup plus récente. Donc dans un premier temps, est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est passé à la slide suivante? Non, pas là, pas encore là. Ah, ok, voilà, c'est bon. Donc, commençons par essayer de comprendre quel est le problème. Donc, aujourd'hui, il existe il y a de plus en plus d'organisations, que ce soit des entreprises, des usines, des institutions, des ONG, qui ont l'intérêt, on cherche à comprendre et à évaluer quel est leur propre impact environnemental. Donc, pour ce faire, il existe déjà aujourd'hui un certain nombre de démarches et de méthodes qui sont déjà bien appliquées et bien mises en œuvre. Mais justement, concernant ces démarches qui sont réalisées jusqu'à maintenant, il y a 2 points sur lesquels que j'aimerais mettre en lumière. Donc, la première chose, c'est que jusqu'à maintenant, dans la plupart des démarches, on s'aperçoit en fait que les activités qui sont en amont ou en aval ont une influence significative sur la performance environnementale globale de l'organisation.
Si on prend l'exemple des études bilan carbone qui ont été réalisées par la société Unilever et Natura, on s'aperçoit que les résultats montrent que seulement 2% pour Unilever et 8% du bilan carbone global sont dus aux activités internes à la société. Donc, plus de 90% des activités en amont ou en aval des chaînes de logistique sont responsables du bilan carbone global de l'organisation dans ces cas-là. Donc, c'est un point important et ça montre du coup qu'il y a vraiment un besoin d'étendre l'étude au-delà des portes de l'usine et de faire ce qu'on appelle d'avoir une approche cycle de vie pour ne pas ignorer les impacts environnementaux qui ont une part significative dans l'évaluation globale, mais qui ne sont pas sous nos yeux directement. Donc, l'approche cycle de vie a une certaine importance. Ensuite, le deuxième point que je voulais mettre en lumière, c'est que jusqu'à maintenant, en fait, la plupart des démarches qui sont appliquées en termes d'évaluation environnementale n'ont regardé qu'un seul aspect environnemental, à savoir les émissions de gaz à effet de serre en faisant des bilans carbone. Donc, pourquoi c'est important d'avoir cette approche multi-impact? Parce que si on prend une décision au nom de la protection d'une problématique environnementale, on peut tout à fait la faire au détriment d'une autre. Si on prend l'exemple du diesel, par exemple, c'est un carburant qui avait en effet l'atout d'émettre moins de gaz à effet de serre et donc a fait l'objet de subventions de l'État. Mais si on regardait uniquement ce problème environnemental, on ne regarde pas le fait que c'est aussi un carburant qui a en contrepartie, qui émet plus de particules fines et qui peut avoir plus d'impact sur la santé humaine. Donc en effet, ça s'est fait au détriment en fait, d'une autre problématique environnementale qui va jusqu'à avoir des impacts sur la santé humaine. Donc pour éviter en fait, ce qu'on appelle un risque de transfert de pollution, c'est aussi important d'avoir une vision sur la totalité, la globalité des impacts environnementaux qui sont dus aux activités. Et donc d'un autre côté, il existe une méthode aujourd'hui qui s'appelle l'analyse du cycle de vie, qui est une méthode qui a été initialement développée pour un produit ou pour un service et qui a l'avantage de regarder, de réaliser une évaluation environnementale tout au long du cycle de vie du produit, donc depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit, donc qui propose une approche cycle de vie et qui est à la fois multi-impact. C'est une méthode qui a une reconnaissance scientifique internationale, qui est normée par une norme ISO et qui est quand même reconnue à l'international comme étant l'outil de référence pour faire de l'évaluation environnementale avec ces deux approches, cycle de vie et multi-impact. Je vous ai mis ici le lien vers des vidéos pédagogiques qui ont été réalisées au sein de la chaire et qui expliquent très bien en quelques minutes qu'est-ce que c'est l'analyse du cycle de vie et à quoi ça sert. Donc, on a cet outil-là qui a été initialement conçu pour être appliqué à des produits ou des services, mais dont le cadre méthodologique peut tout à fait s'étendre à une échelle plus méso pour répondre aux problématiques des organisations et de l'évaluation environnementale des organisations. Donc, on peut tout à fait placer au centre de l'analyse du cycle de vie une organisation. Et c'est donc un outil qui vient compléter en fait, la boîte à outils du management environnemental des organisations, qui est représentée sur le schéma à droite dans le cercle violet. Donc, on voit que les organisations, ce que je disais tout à l'heure, ont principalement fait des bilans carbone, par exemple, qui ont en effet une approche cycle de vie, mais qui sont que monocritères. Il y a aussi d'autres démarches pour le management environnemental, comme les systèmes de management environnemental, qui peuvent avoir une approche plus multi-impact, mais qui n'abordent pas ou très peu l'aspect cycle de vie, qui reste focalisé sur l'organisation sous les yeux. Donc, l'analyse du cycle de vie des organisations est bien un outil qui vient compléter cette boîte à outils, qui est à la fois cycle de vie, multi-impact et qui s'applique à l'échelle des organisations. Donc maintenant, quel est l'intérêt en fait, d'appliquer cette démarche? Plusieurs intérêts. Ce que je vais vous présenter est issu du guide que j'ai cité en dessous de l'UNEP. Donc, il y a plusieurs intérêts qui sont identifiés sur 3 plans différents, sur le plan analytique, le plan managérial et le plan sociétal. Ils sont bien sûr liés les uns entre les autres. Par exemple,
Sur le plan analytique, appliquer cette démarche permet d'identifier des hotspots environnementaux tout au long des différentes chaînes logistiques, ce qui permet après, sur le plan managérial, de pouvoir définir des actions et des objectifs prioritaires à différentes échelles. Et ça, évidemment, pour la société, ça permet de réduire la pression sur l'environnement et aussi d'éviter de futurs effets négatifs sur l'organisation. Il y a beaucoup d'autres intérêts, j'en ai cité encore quelques-uns sur le plan analytique. Toujours, donc une fois qu'on a identifié les hotspots environnementaux, ça permet aussi de pouvoir suivre la performance environnementale de l'organisation dans le temps. Donc on fait notre ACV des organisations aujourd'hui, on identifie les hotspots et on a du coup des indicateurs objectifs qui permettent de suivre l'évolution sur certains aspects. Si on refait dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans l'évaluation et qu'on regarde ces indicateurs-là, ça va nous permettre de comprendre si on s'améliore ou pas sur le plan environnemental. Donc ensuite, toutes ces données peuvent être utilisées évidemment pour faire du reporting ou de la communication environnementale avec les parties prenantes. Ça peut être aussi utilisé évidemment à des fins commerciales, donc de communiquer les préoccupations de l'organisation, les préoccupations environnementales. Et le fait de communiquer en fait là-dessus, c'est aussi un intérêt parce que ça peut inciter les fournisseurs, les consommateurs et même les concurrents à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Voici un petit panorama un peu des différents intérêts que ça peut avoir d'appliquer cette démarche au sein d'une organisation. Donc encore une fois, il y a plus d'arguments qui sont donnés dans ce document que je vous ai mis en référence. Donc justement, quels sont les documents de référence qui existent aujourd'hui et sur lesquels on peut se baser quand on veut faire ce type de démarche? Donc il existe 3 principales références internationales, institutionnelles. Donc, tout d'abord, à l'échelle mondiale, il existe une norme, la norme ISO 14072, qui date de 2014 et qui décrit les principales directives de l'analyse du cycle de vie des organisations. Évidemment, c'est très basé sur la norme ISO de l'ACV, puisque ça reprend beaucoup de directives et d'exigences de cette norme. Ensuite, toujours basé sur cette norme, l'UNEP, c'est-à-dire le Programme pour l'environnement des Nations Unies, a un programme particulièrement dédié à l'analyse du cycle de vie. Et ils ont sorti un guide en 2015 sur l'analyse du cycle de vie des organisations, qui est tout à fait basé sur les directives de la norme ISO, mais avec plus approfondi concernant la partie guide méthodologique, et aussi avec l'intérêt d'illustrer cette méthodologie à travers 11 cas d'études. Il a aussi l'intérêt d'être un peu plus agréable à lire que la norme ISO. Ils ont fait un effort de mise en page un peu plus sympa si on veut s'y plonger. Donc ça, c'est à l'échelle mondiale. Ensuite, à l'échelle européenne, le Centre de recherche de la Commission européenne a publié en 2013 un premier guide sur l'empreinte environnementale des organisations, dit OEF, qui a ensuite été mis à jour en 2019. Donc, on note quand même quelques différences entre ce guide-là et la norme ISO. L'objectif, une des différences, c'est que dans ce guide, il tente d'améliorer en fait la reproductibilité de l'étude, donc de diminuer en fait la marge de manœuvre et la part de subjectivité quand on applique une ACV des organisations. Et ça, dans le but de pouvoir améliorer la comparabilité des résultats au sein d'un même secteur. Donc, ça, c'est vraiment après, avec l'objectif final de donner une place à l'ACV dans la politique environnementale européenne. Et une petite différence notable, c'est aussi le vocabulaire qu'ils utilisent, en fait, dans le sens où on va avoir le mot, bon, c'est en anglais, mais OLCA, c'est Organizational Life Cycle Assessment pour la norme ISO, avec un tiret pour l'UNEP, et la Commission européenne parlera de Organization Environmental Footprint, donc OEF, en référence aussi au PEF, qui est de plus en plus connu, le Product Environmental Footprint. Ensuite, il existe un certain nombre de publications scientifiques aujourd'hui sur l'ACV des organisations. Ici, je vous ai mis simplement 2 chapitres de 2 livres qui sont dont le chapitre est entièrement dédié à l'ACV des organisations. On retrouve les mêmes auteurs à chaque fois, c'est principalement Martinez Blanco et Finn Beiner qui sont leaders
sur ce sujet-là en ACV. C'est des chapitres qui sont très bien faits pour comprendre de manière assez... c'est très bien synthétisé et on a toutes les informations et toutes les références aux autres publications scientifiques dans ces chapitres-là. Voilà, et maintenant, je vais finir du coup avec une petite comparaison donc, entre ce qu'on a fait classiquement jusqu'à maintenant, qui sont des ACV produits ou services, et ce qui apparaît plus récemment, qui est l'élargissement à l'ACV des organisations. Donc, globalement, c'est très similaire en termes de méthodologie, puisqu'on applique toujours pareil les 4 phases de la norme ISO. Donc, la phase 1 qui est définition des objectifs et des systèmes, avec ensuite réaliser l'inventaire des différents flux, analyser les impacts en appliquant différentes méthodes d'évaluation d'impact et la phase d'interprétation. Donc, ces 4 phases sont nécessaires aussi pour réaliser une ACV des organisations. Une étude a montré d'ailleurs que les exigences de la norme ISO pour l'ACV produit la plupart de ces exigences sont transférables aux ACV des organisations. Donc, pour dire que c'est quand même 2 démarches qui sont très similaires. Et que les principales différences portent principalement sur la phase 1, qui est la phase de la définition des objectifs et des systèmes, du système. Donc ici, j'ai noté juste quelques principales différences. Donc, concernant la définition de l'objectif entre ACV des produits et ACV des organisations, si on fait l'ACV d'un produit A et l'ACV d'un produit B, à condition qu'ils aient la même fonction, on peut tout à fait les comparer sur le plan environnemental. Ce qui n'est pas du tout l'objet d'une ACV des organisations. Si on fait une ACV de l'organisation A et l'ACV de l'organisation B, on n'est pas censé pouvoir les comparer pour plusieurs raisons, parce que les services rendus et les fonctions de ces entreprises diffèrent énormément en fait, en fonction de la taille de l'entreprise, de l'implantation, du secteur. Donc, c'est très difficile de comparer en fait 2 organisations à l'issue des résultats donnés par une ACV des organisations, sur le plan environnemental, bien sûr, toujours. Et je mets quand même un petit bémol parce qu'il y a quand même une différence entre les directives qui sont données par la norme ISO et l'UNEP qui vont dans ce sens-là, alors que, comme je vous l'ai dit, en fait, la Commission européenne tente quand même d'aller vers une comparaison entre les entreprises au sein d'un même secteur. Et c'est dans ce sens qu'ils vont essayer d'augmenter la reproductibilité des ACV des organisations au sein d'un même secteur pour pouvoir essayer justement de les comparer entre elles. Donc là-dessus, il y a un petit bémol entre les différentes institutions. Ensuite, des autres différences concernent bien évidemment la définition du système. Donc, pour des ACV produits, on va définir comme unité d'analyse une unité fonctionnelle qui est dématérialisée. C'est par exemple 1 km parcouru. Pour les ACV des organisations, on va regarder une organisation avec la période de référence qui est très importante. Les flux analysés aussi seront différents, dans le sens où pour une ACV produit, on va regarder le flux de référence qui correspond à l'unité fonctionnelle. Donc, dans mon exemple, on peut prendre par exemple 1 km de fonctionnement d'un train avec une infrastructure ferroviaire amortie sur 50 ans, alors que pour une ACV des organisations, c'est tout un portfolio de produits et de services qui vont être définis comme étant les flux de déclaration. Et ces flux de déclaration doivent répondre aux questions quoi, combien, à quel point et combien de temps. Enfin, le périmètre étudié, donc l'ACV d'un produit, c'est l'étape du cycle de vie du produit ou du service, alors que dans les organisations, on va regarder l'ensemble des différents cycles de vie de toutes les activités, qu'elles soient directes ou indirectes sur les chaînes logistiques. Et pour finir, donc, quelles sont les différentes complémentarités entre ces 2 approches? Donc, ce sont des approches qui sont différentes parce qu'elles répondent à des questions différentes, évidemment, mais elles sont complémentaires. L'ACV des organisations va donc donner une vision globale de l'entreprise et permettre d'identifier des hotspots à une échelle beaucoup plus globale. Et l'ACV produit, elle, va permettre au sein d'une filière d'un seul produit de pouvoir définir des actions à mettre en place. Mais ce sont des informations qui sont finalement complémentaires car elles sont obtenues à différentes échelles. Ensuite, pour réaliser une ACV des organisations, on peut utiliser, d'ailleurs, on utilise majoritairement des données génériques d'ACV produits.
Par exemple, si on fait l'ACV d'une société qui a un restaurant d'entreprise, pour évaluer l'impact environnemental de ce secteur-là, on va pouvoir utiliser des bases de données comme Agribalis, par exemple, pour pour avoir toutes les informations sur les produits agroalimentaires. C'est un exemple. Mais du coup, pour faire une ACV organisationnelle, on se base tout à fait sur des données d'ACV produits. Et enfin, la troisième complémentarité, c'est la transposition des résultats. On peut faire une estimation en faisant la somme en fait, des ACV produits d'une entreprise. On peut avoir une approximation d'une ACV organisationnelle. Donc, ça peut donner une idée d'un proxy. Et vice-versa, si on a des données plutôt top-down avec des données input-output, on a l'ACV de l'organisation et avec l'aide de clés de répartition et d'allocation, on peut tout à fait obtenir des ACV produits génériques du coup sur les produits de la société. Voilà pour ça. Donc, j'ai terminé la partie théorique. Si vous avez des questions, je vous propose de d'abord écouter les retours d'expérience ou parfois avec des applications un peu plus concrètes, on peut répondre aux questions. Et voilà, donc je vais laisser la parole à Anthony Benoît et aux autres véritables experts de l'ACV des organisations. Merci Charlotte et bonjour à tous. Donc, vous devez voir normalement maintenant ma présentation. Donc, comme disait Charlotte, là l'idée est de faire donc, un petit retour d'expérience de ce qui s'est passé au CIRAD sur l'ACV des organisations. On a réalisé un travail l'année dernière là-dessus. Donc, avant de rentrer dans les détails de l'ACV organisationnel qu'on a réalisé, un petit mot sur l'organisation CIRAD, ce qui permet de situer un petit peu les choses. Donc, le CIRAD, c'est un centre de recherche français en agronomie de coopération internationale. On travaille en coopération et dans les pays en voie de développement ou les pays moins avancés sur la partie agronomique. C'est ce que vous voyez sur la carte, un petit peu tous les points roses. Donc, on a un gros centre ici à Montpellier en Occitanie, mais on a différentes délégations régionales un peu partout dans le monde, vous voyez un peu sur tous les continents. Et puis au-delà de ces centres régionaux, qui sont des bâtiments un peu en dur, on a des agents qui sont présents dans un nombre plus important encore de pays. Donc, pour donner quelques chiffres, le CIRAD, c'est à peu près 1600 agents, auxquels il faut ajouter environ 800 accueillis par an, que ce soit des stagiaires, des chercheurs invités, etc. Et puis, parmi les quelques 800 chercheurs que compte le CIRAD, 300 sont en poste à l'étranger ou dans l'outre-mer. Grosso modo, ça doit être 150 en outre-mer, donc Réunion, Guyane, Guadeloupe et Martinique. Et puis 150, l'autre moitié réellement à l'étranger. Donc, pour donner quelques éléments de contexte sur cette étude d'ACV organisationnelle qu'on a menée, c'est un petit peu la rencontre au départ entre deux collectifs. Donc, on a un groupe qui traite d'ACV, qui est actif depuis environ 10 ans, qui est le groupe auquel je fais partie, qui est donc actif depuis environ 10 ans, qui compte aujourd'hui entre 10-15 personnes et dont les activités sont de la recherche ou du développement méthodologique sur l'ACV. Donc, Philippe Roux vous en a parlé au départ. De notre côté, c'est plus ACV micro, des ACV de produits, de filières tropicales, etc. Donc, cette partie recherche et puis la production de références, la constitution de bases de données, justement sur un certain nombre de produits essentiellement tropicaux, pas que, mais essentiellement tropicaux. Et donc, c'est la rencontre entre ce groupe qui traite d'ACV produits et puis la démarche environnementale du CIRAD qui représente aujourd'hui 4-5 personnes qui vont travailler, donc, notamment, ça je reparlerai, sur les bilans gaz à effet de serre. Donc, d'un point de vue institutionnel, faire les bilans réglementaires
carbone qui sont publiés sur le site de l'ADEME, et puis qui traitent aussi de gestion des déchets, de gestion de l'énergie, etc. Et donc, en échangeant entre ces deux groupes, on a voulu proposer cette étude d'ACV organisationnelle. Donc, fin 2018, une petite proposition commune pour un financement en interne qu'on a obtenu et qui, pour donner une idée de ce que représente le travail que je vais vous présenter, a surtout permis de financer un stagiaire en 2019, un stage ingénieur niveau M2, qui a été dédié sur l'ACV organisationnelle de l'organisation CIRAD. J'en profite pour faire un coucou à Jocanon, j'ai vu qu'il était là. Les ambitions pour nous de ce travail, pourquoi on a voulu mener cette ACV organisationnelle, c'est d'une part sur le plan scientifique, avec notre casquette chercheur, cette envie de se former à l'ACV de système méso. Philippe en a parlé tout à l'heure. On est surtout spécialiste d'ACV dite micro sur des produits, sur des filières. Et donc là, c'était l'envie de franchir le pas et de passer un petit peu plus grand et de se former. Et quoi de mieux pour se former là-dessus que l'organisation dont on fait partie. Et puis, si possible, de contribuer au développement aussi de ces ACV méso via l'expérience que l'on a menée sur notre propre organisation. Et sur le plan institutionnel, en tant qu'agent du CIRAD, nos envies aussi, c'était d'avoir une vision un petit peu plus exhaustive que ce que donnent les bilans carbone qui existent au CIRAD. Le tout premier date de 2005, et puis là, depuis 2012, tous les 3 ans, on a des bilans carbone qui sont réalisés. Mais donc voilà, envie de compléter, d'aller regarder d'autres impacts environnementaux, pas que le carbone, et puis aller regarder d'autres activités que ce qui est pris en compte dans ce cadre réglementaire. Et puis, pour nous, c'était aussi l'envie d'aller explorer des solutions d'organisation de solutions organisationnelles différentes pour appuyer les réflexions en interne et d'aller explorer tout ça, essayer de quantifier tout ça, mais pour réfléchir à comment réduire les impacts environnementaux du CIRAD. En termes de méthodologie, donc par rapport à ce que Charlotte a présenté, on s'est surtout basé sur les recommandations de l'ISO et de l'UNEP-CETAC, mais c'est la différence entre la théorie et la pratique avec quelques libertés, notamment l'exemple que je détaille ci-dessous, c'est sur la définition des frontières. Qu'est-ce qu'on prend en compte, qu'est-ce qu'on ne prend pas en compte dans cette ACV organisationnelle du CIRAD? Si on regarde les recommandations de l'UNEP-CETAC, on va définir les entités qu'on va prendre en compte dans une ACV organisationnelle. Donc, qu'est-ce qui fait partie de l'organisation, qu'est-ce qui n'en fait pas partie? On a 2 méthodes pour regarder ça, ce qu'ils appellent le contrôle opérationnel ou financier ou l'équité. On va regarder si le CIRAD a le contrôle opérationnel ou le contrôle financier sur une entité, que ce soit un site, des infrastructures surtout, ou que ce soit une équipe ou une filiale ou des choses comme ça. S'il y a un contrôle opérationnel sur les activités, on va prendre 100% des impacts de cette entité dans la CV d'organisation. Ou dans l'équité, on va essayer de déterminer la part du CIRAD dans les activités ou dans la possession d'entités, et on attribuera uniquement cette part à la CV organisationnelle. Donc ça, c'est les recommandations. Nous, en pratique, on a souvent mixé les deux et on a surtout fait des choix au cas par cas pour différentes raisons que je citerai juste après. Donc, par exemple, le CIRAD a quelques filiales qu'on a, nous, automatiquement exclues de notre périmètre, surtout pour se simplifier les choses et simplifier la collecte de données. Et si on regarde les infrastructures, par exemple, on peut dire que pour ce qui est les bâtiments CIRAD, donc ici sur le site de Montpellier, sur nos sites à Paris et dans les DOM, où on accueille des chercheurs étrangers, comme je disais tout à l'heure, et pour les bâtiments des partenaires, surtout français, où il y a des chercheurs aussi du CIRAD qui sont accueillis, on a plutôt adopté un contrôle opérationnel pour les bâtiments CIRAD. On a inclus ces infrastructures dans notre bilan. Pour les bâtiments de partenaires type INRAE, par exemple, on a plutôt exclu ces
cette partie-là de notre ACV organisationnel parce qu'on n'a pas le contrôle sur comment ces bâtiments de nos partenaires sont gérés ou pas. Par contre, pour nos partenaires étrangers, tous nos agents expatriés qui sont accueillis dans des universités, dans des centres de recherche, on a essayé de le prendre en compte et donc là, on a plutôt utilisé une méthode d'équité dans la définition des frontières. Et tout ça, finalement, derrière ces choix-là, sur lesquels je pourrais revenir un peu plus en détail dans les questions, il y a la question, je disais, de l'accessibilité des données, de la disponibilité des données. Voilà, je le disais notamment sur les filiales, ça nous aurait rajouté une quantité de travail assez importante si on avait voulu inclure ces activités-là dans la CV organisationnelle. Il y a aussi les objectifs spécifiques de nos études. Par exemple, sur les bâtiments des partenaires étrangers, pourquoi avoir fait l'équité? On avait cette envie d'essayer de prendre en compte au mieux possible nos collègues expatriés parce qu'on avait aussi des questionnements sur ces sujets-là. Et donc, pour avoir des réponses pertinentes là-dessus, il fallait les prendre en compte. Et puis aussi, selon les conséquences a priori sur les résultats. Pour le dire grossièrement, par exemple, entre les chercheurs accueillis au CIRAD, dans les bâtiments CIRAD, et les chercheurs CIRAD accueillis dans les bâtiments de partenaires, on pouvait se dire l'un dans l'autre, si on a à peu près autant de gens qui sont accueillis ici que de gens qui sont accueillis ailleurs, peut-être que l'un dans l'autre, le fonctionnement des bâtiments ne va pas changer tant que ça si on fait l'équité sur les deux. Voilà, c'est toutes ces raisons-là qui nous a fait, d'un point de vue pragmatique, prendre des choix différents pour les différents points que je mentionne ici. Sur la collecte de données, par rapport aux ACV traditionnels que l'on peut mener à l'échelle micro, la grosse différence, c'est qu'il a fallu adopter une approche hybride entre les données physiques, donc des kilos de matière, des mégajoules d'énergie, des choses comme ça, et puis des données monétaires, des données financières que l'on n'a pas l'habitude, nous, de manipuler dans la CV micro. Et puis, alors ça, c'est très classique en ACV, que ça soit organisationnel ou produit. Et en permanence, il a fallu essayer de se donner des priorités pour faire des compromis entre la fiabilité des données que l'on avait et puis leur disponibilité ou du moins le temps nécessaire pour leur récolte. Et donc, les priorités qu'on a voulu se donner, c'est favoriser au maximum les données internes, aller chercher, si besoin, un peu dans la littérature des petites choses, et puis, quand on n'a rien du tout, aller faire quelques estimations pour prendre ça en compte. Et puis, on a essayé de privilégier aussi les données physiques. C'est peut-être un penchant de notre background ACV micro. Et donc, on a privilégié ces données physiques plutôt que les données financières. Les données financières ont été plutôt utilisées soit quand on ne pouvait pas utiliser de données physiques, soit quand les données physiques représentaient un travail trop important pour la prise en compte du poste qui nous intéresse. Et pour donner donc quelques mots sur les sources de données qu'on a utilisées, on a le point de départ qui a été très important pour nous, ce sont les bilans carbone dont je vous parlais tout à l'heure. Ça a vraiment été la première ressource qu'on a utilisée à voir, même s'il a fallu des fois adapter un petit peu parce que les outils bilan carbone et les outils ACV, CIMAPRO, EcoInvent, etc. sont un petit peu différents. Des fois, il fallait adapter, mais ça nous permettait d'avoir toutes les informations de base sur les déplacements, l'énergie et de prendre ça assez facilement en compte avec en plus tout ce qui nous plaisait, des données internes et des données physiques. À ça, pendant le travail qui a été réalisé avec Jocanan, avec notre stagiaire, il a fallu compléter, aller chercher d'autres informations sur ce qui n'était pas dans ce bilan carbone, sur la restauration. On a une cantine d'entreprise, quels sont ses impacts, la question des déchets des bureaux, les bâtiments, les infrastructures, les consommables de labo, etc., etc. Où là, donc, comme je disais, on a privilégié données physiques, mais on allait des fois chercher des données financières sur certains postes.
La littérature, on l'a assez peu utilisée, on l'a utilisée que sur des déplacements domicile-travail, où on aurait pu essayer de faire des estimations, mais finalement, les statistiques de l'INSEE pouvaient être suffisamment représentatives pour notre travail, donc on allait chercher ailleurs là. Et puis, les estimations, c'était plus toujours sur des données physiques, hein, comme pour la littérature, plus sur justement nos agents expatriés, nos agents d'hommes, où des fois on avait moins d'informations, surtout pour les agents expatriés, que pour les sites français. Donc tout ça, c'est joli, c'est, je l'espère, assez clair. Quand on rentre un peu dans le détail, je vais juste vous montrer le dessin, mais voilà ce que ça donne. Finalement, poste par poste, activité par activité, il a fallu mixer ces flux physiques, ces flux monétaires, ces estimations, ces données internes, cette littérature, etc. Ça, vous l'aurez dans la présentation qui vous sera transmise après. C'est vraiment pour se rendre compte un petit peu les catégories qu'on a essayé de faire et puis les choix qu'on a dû faire en termes de collecte de données. Sur l'évaluation des impacts, donc comme Charlotte le disait tout à l'heure, finalement, c'est plus la définition des frontières, le choix des objectifs et de la portée de l'étude qui change. Sur l'évaluation des impacts, ça ressemble beaucoup à une ACV produit. Donc dans notre cas, les résultats que je vais vous présenter rapidement derrière, c'est le même type de méthode qu'on utilise en ACV produit ici, ReciPE 2016. La seule petite différence qui est liée indirectement à la CV organisationnelle, c'est que, comme je l'ai dit, on a dû utiliser des données financières. Donc, derrière ces données financières, pour aller renseigner des impacts environnementaux, il a fallu aller chercher des processus issus de bases de données input-output. Et ces données input-output, elles sont assez incomplètes, entre guillemets, en termes de substances prises en compte. On n'a pas le même détail en termes de substances dans les bases de données input-output par rapport à, pour ceux qui font de la CV, une base de données type EcoInvent. Ce qui fait que beaucoup de substances n'étant pas prises en compte, il y a beaucoup de catégories d'impact qui ne sont pas très pertinentes à analyser lorsqu'on utilise ces données financières. D'où les résultats que je vais vous montrer sur les 18 catégories d'impact qui sont initialement dans ReciPE. On n'en a pris que 7 en compte, pour lesquels, là, il était à peu près pertinent. On avait nos données physiques qui allaient renseigner ces indicateurs, mais aussi les processus pris en compte avec les données financières. Et donc, voilà ce que ça donne en termes de résultats pour la CV organisationnelle du CIRAD. Donc, on voit nos 7 indicateurs que je vous ai cités là, et puis on a la contribution de différentes activités. Donc, l'idée n'est pas de tout détailler. Je vais juste faire un focus sur quelques points qui nous ont intéressés, nous, dans l'analyse de ces résultats. Le premier, c'est que ça nous rassurait. C'était un petit peu la première chose à vérifier. C'est qu'entre les bilans carbone qui existaient et puis cette ACV organisationnelle, on avait une certaine conformité. L'importance de l'énergie, des déplacements et la prépondérance des déplacements par rapport au poste-énergie dans nos émissions de gaz à effet de serre. On l'a vu, le CIRAD, on est un peu présent partout dans le monde, ce qui implique pas mal de déplacements en avion, ce qui a fait cette prépondérance du poste-déplacement par rapport au poste-énergie qui correspond au fonctionnement des bâtiments, etc. L'autre point, c'est que du coup, les activités non prises en compte dans nos bilans carbone réglementaires, ça correspondait, dans notre cas, forcément ça change au cas par cas, mais pour donner un ordre de grandeur dans notre cas, ça correspondait environ à 35% d'émissions de gaz à effet de serre que l'on a comptabilisées. Dans notre bilan carbone, on rate, on va dire à peu près une moitié, on pourrait faire plus 50% par rapport à ce que disent nos bilans carbone sur les émissions de gaz à effet de serre. Sur les autres impacts, donc je vais y passer rapidement. Donc on retrouve les consommations d'énergie, les déplacements sur bon nombre d'indicateurs. Des fois c'est largement majoritaire, d'autres fois un peu moins, mais ils sont toujours fortement présents. Mais on retrouve aussi un peu les autres activités, que ça soit un peu la restauration sur un indicateur, mais surtout les infrastructures et puis un petit peu les consommateurs. Et puis enfin, dernière petite surprise pour nous, c'était les déchets.
où on s'attendait à quelque chose d'un peu plus important que ça, et finalement sur tous les indicateurs pris en compte, que ce soit en termes d'impact ou de bénéfices, quand il y a du recyclage, etc., des bonnes pratiques, finalement c'est assez peu important par rapport au reste de nos impacts. Un mot rapide sur les scénarios d'évolution qu'on a voulu tester. Donc, je ne cite pas tout, je donne juste ici quelques exemples, mais voilà, on voulait à la fois regarder des scénarios à l'échelle individuelle. J'ai une réunion à Paris et je suis basé à Montpellier. Quel va être l'impact de ma participation à cette réunion, si j'y vais en avion, si j'y vais en train, ou si je fais de la visioconférence, ou des choses plus à l'échelle institutionnelle. Par exemple, le premier, ça revient régulièrement dans l'actualité d'interdire certains vols intérieurs en dessous d'une certaine distance ou en dessous d'un certain temps en train. Qu'est-ce qui se passerait si cette loi était mise en place? Qu'est-ce que ça donnerait sur nos impacts en termes d'organisation, ou des choses un peu plus techniques? Qu'est-ce qui se passait si on couvrait tous nos bâtiments de panneaux solaires? Qu'est-ce qui se passerait si on mettait en place un télétravail 1 jour, 2 jours, 5 jours, pas 5 jours, 1 jour et 3 jours, on a testé aussi. Je ne vais pas détailler les résultats de ces scénarios, mais juste pour faire un petit retour, on a eu pas mal de difficultés quand même dans l'interprétation des résultats de ces scénarios. D'une part, parce que des fois, la précision était un peu insuffisante pour vraiment pouvoir conclure dans la comparaison de ces scénarios, prendre en compte certaines choses, notamment via les flux monétaires, ça permet d'avoir une idée de l'ordre de grandeur dans le bilan. Quand on est sur de la comparaison de scénarios, ça devient un petit peu plus compliqué et un petit peu plus incertain de tirer des conclusions là-dessus. Des problèmes de précision. Et puis aussi un problème qui est lié au numérique. Dans beaucoup de solutions qu'on a voulu tester, qui nous intéressaient, le numérique jouait un rôle, que ce soit le télétravail, les visioconférences, etc. Donc beaucoup d'envie, beaucoup de réflexion autour de changements que le numérique peut avoir sur l'organisation. Et là-dessus, c'est quelque chose qu'on a très mal pris en compte dans notre ACV, parce que d'une part, on avait peu de données d'inventaire là-dessus, que ça soit en interne, combien de mégaoctets on échange, nous, site Cyrinde, avec l'extérieur, etc. Et puis externe, quels sont les impacts de ces mégaoctets que l'on échange, sachant que l'impact d'un mégaoctet de visio ne va pas être le même que l'impact d'un mégaoctet d'un truc qui est stocké dans des serveurs à l'extérieur, etc. Et puis la deuxième raison, c'est que de plus en plus, je pense que c'est le cas dans beaucoup d'organisations, les services informatiques sont externalisés, donc on n'a pas les données dessus, et puis c'est compliqué d'aller intégrer tout ça dans les résultats. Donc, toutes ces raisons ont fait que l'interprétation de nos résultats de scénarios a été des fois un petit peu difficile. Donc pour finir, quelques conclusions et perspectives sur l'expérience qu'on a eue au CIRAD. D'une part, en termes de bilan, donc on a été content, on a réussi à mener cet ACV organisationnel, on a pu vérifier la faisabilité de la démarche via, comme je disais au départ, un stage de 6 mois, un stage ingénieur. Ça peut permettre, plus forcément le temps d'encadrement et puis le temps des collègues qu'il a fallu impliquer dans la collecte des données, mais ça permet déjà de faire une première ACV organisationnelle, d'avoir les premiers éléments qui sont très utiles en termes de réflexion. Et puis, au terme de ce travail, on n'a pas envie de mettre à jour régulièrement tous les ans, tous les 2 ans l'ACV. Par contre, on sait qu'on a des points qu'on n'a pas pu prendre en compte, qu'on aimerait prendre en compte par la suite. Je donne quelques exemples ici, mais l'intérêt n'est pas forcément les exemples, mais c'est que ce travail nous a permis de réfléchir à la faisabilité. Ces collectes qui nous a manqué, est-ce qu'elles sont compliquées à mettre en œuvre ou pas? Est-ce qu'a priori, elles auront un impact fort sur les résultats ou pas? Et puis, qu'est-ce qu'elles auront comme rôle une fois qu'on aura interprété les résultats, qu'on aura des résultats, quand on se les appropriera, qu'est-ce que ça aura comme rôle? Et on voit que, par exemple, sur du domicile-travail ou sur la restauration, les premiers résultats qu'on a eus nous ont montré que leur influence était assez mineure dans les résultats, mais ça nous a semblé intéressant de continuer à travailler dessus parce que, en termes de sensibilisation, en termes d'intérêt des agents du CIRAD, là, il y a quelque chose qui est important.
Et sur les scénarios d'évolution, j'en ai parlé juste avant, donc quelques difficultés de faisabilité là-dessus, donc plutôt des approfondissements de ces scénarios d'évolution qui nous semblent intéressantes, mais qui sont à ancrer sur des chantiers ciblés où on sait qu'on a des données, où on sait qu'on pourra répondre a priori. Alors que voilà, au début, on avait beaucoup d'envie sur ce scénario, envie de tester un peu tout, mais concrètement, c'est pas réaliste. Autre conclusion, c'est qu'au terme de cette démarche-là, il y a eu une envie de toutes les personnes qui ont contribué à ce travail de décliner cette démarche à des mailles un peu plus fines, que ce soit des équipes, des services, des unités de recherche, etc. Ou comme on fonctionne beaucoup par projet, à l'échelle décliner ça aussi à l'échelle de projet. C'est ce que Antoine présentera un peu par la suite. D'une part, parce que sur le plan pratique, ça facilite, ça simplifie la collecte des données, ce qui va aussi améliorer la précision des données qu'on va utiliser et donc, par conséquent encore, va faciliter les comparaisons, les scénarios qu'on pourra imaginer autour de ces équipes ou de ces projets. Et puis parce que d'un point de vue organisationnel, ces mailles plus fines, elles ont toute leur pertinence en termes de pilotage. Tout n'est pas décidé par notre PDG et dans les unités de recherche, etc. Il y a beaucoup d'aspects sur les déplacements notamment, etc., qui peuvent être réfléchis en interne et donc c'est intéressant d'avoir des outils à cette échelle-là. Et puis en termes de sensibilisation qui est important. Donc là pour nous, nos envies, c'est à court terme d'essayer d'appliquer la même démarche sur des entités, on va dire un petit peu pilotes, tester sur des projets, sur des équipes, ce que ça donnerait, ce travail-là, avec dans l'idée, avec l'expérience qu'on aura pu acquérir à ce moment-là, d'essayer de créer des petits outils simplifiés qu'on pourrait confier à des équipes pour qu'eux-mêmes s'approprient ce genre de travail et puissent réaliser un peu selon les questions qui peuvent se poser dans les différentes équipes ou dans les différents projets. Et puis la dernière slide de conclusion qui est là plus un retour d'expérience plus personnel. Pour moi, l'expérience de cet ACV organisationnel est réussie et puis très enrichissante, très intéressante, que ça soit donc pour moi qui était plutôt dans le clan des praticiens, des gens qui ont mis la main à la pâte du projet, mais aussi pour le public. À chaque fois qu'on a présenté les résultats ou la démarche au service qu'on venait embêter pour collecter des données, etc., on a toujours eu des très bons retours, un fort intérêt. Donc, a priori, une expérience qui intéresse beaucoup de monde dans l'organisation, qui suscite aussi beaucoup d'envie, cette expérience, je l'ai dit, avec « et si on testait ça, et si on testait ça, et si on testait ça ». Mais voilà, la réalisation, là, je le disais, est des fois un petit peu plus compliquée à mettre en œuvre, notamment dès que les envies touchent au rôle du numérique. Et sur la collecte de données, on retrouve donc les difficultés classiques de l'ACV, on va dire, beaucoup de données à traiter, des compromis à réaliser entre le temps qu'il va falloir consacrer à la collecte d'une donnée et puis l'importance que cette donnée aura dans les résultats. Mais pour moi, donc, qui suis habitué à des échelles plus micro des produits, même si c'est les mêmes difficultés, ces difficultés elles passent aussi à une échelle supérieure, des approximations un peu plus fortes à faire que ce qu'on fait dans des ACV plus micro. Et puis, sur cette collecte des données, vraiment, je le disais un petit peu avant, un grand intérêt, une très bonne implication des différents services qu'il nous a fallu contacter, que ce soit notre service informatique, notre service financier, etc., qui ont été intéressés par la démarche, qui ont été actifs là-dedans, qui nous ont bien transmis. J'ai même des messages en retard de nouvelles données qu'ils ont trouvées depuis qu'on a fini ce travail en disant « Ah, on a trouvé d'autres choses que vous pourriez intégrer, etc. » Et c'est moi qui suis en retard pour intégrer tout ça dans le travail. Donc, voilà pour ce retour d'expérience. Merci pour votre attention. Et puis, s'il y a des questions, je serai ravi d'y répondre, en espérant que je n'ai pas été trop long. Alors, merci Anthony. Est-ce que vous m'entendez? Donc, Philippe Roux qui va reprendre un peu les questions. On va se donner quelques minutes pour répondre à des questions. La question qui ressort le plus, et pas en lien directement avec ta présentation, Anthony, donc je vais peut-être y répondre moi-même, c'est plutôt sur l'intervention de Charlotte, c'est des questionnements sur, par exemple, une question, pourquoi on ne pourrait pas comparer deux organisations entre elles, par exemple une banque par rapport à une autre en fonction de leur note environnementale.
Alors, il y a, sur cette question de comparer des organisations, pourquoi aussi bien les Nations Unies à travers leur document UNEP que la norme ISO sont frileuses, et j'expliquerai pourquoi la Commission européenne l'est moins, c'est qu'en numéro un, c'est qu'il faudrait, pour pouvoir comparer deux organisations, que leur portefeuille d'activité soit exactement les mêmes. Si je prends un exemple, par exemple, je vais faire l'ACV organisationnel d'une société comme Danone, qui a deux grandes branches d'activité, Dairy, donc le produit laitier, et Waters. Eh bien, je ne vais pas pouvoir comparer Danone à Yoplait, parce que Yoplait, c'est que Dairy, c'est que des produits laitiers. Et du coup, là, je fais simple, hein, mais dans toutes les organisations, c'est très difficile de trouver une organisation qui a strictement le même périmètre et le même portefeuille de produits, services, activités qu'une autre. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a une certaine frilosité. Alors, il y a d'autres raisons. C'est que aussi, si les périmètres ne sont pas exactement les mêmes, par exemple, on a vu qu'il y avait des trous noirs dans tes données, Anthony. Hein, il y a certains, par exemple, les cantines pour toutes vous avez bien pu voir l'impact des cantines à Montpellier, hein, mais pas trop aux quatre coins de la planète. Donc là, il y a un trou dans la raquette. Imaginons une autre organisation qui n'aurait pas ce trou dans la raquette en termes de disponibilité des données. Du coup, la comparaison pourrait être un peu faussée. Et puis aussi, à l'échelle internationale, mondiale, les méthodes d'ACV ne sont pas encore totalement unifiées. C'est-à-dire que, par exemple, en Amérique du Nord, les méthodes qui sont les plus utilisées, c'est TRACI, aux États-Unis, par exemple, qui n'est pas… Alors, c'est l'indicateur changement climatique, c'est exactement le même. C'est plutôt sur des catégories un peu pointues comme toxicité, écotoxicité, où on va avoir des différences. Sur ces méthodes multicritères d'ACV. En Europe, par exemple, les plus utilisées par la recherche, c'est Recipe et éventuellement Impact World Plus. Et du coup, je vais comparer deux organisations, par exemple une européenne, une américaine, qui n'aura pas le même set d'indicateurs. Donc là, ça pose un petit problème technique que la Commission européenne a réglé, elle, parce qu'elle dit dans son document, les indicateurs, CPEF, ils ont unifié ça, ils proposent un set d'indicateurs d'ACV qu'ils ont jugé les plus pertinents à l'état actuel des connaissances scientifiques, et du coup, ça résout un certain nombre de problèmes. Donc, j'espère avoir répondu en partie à cette question. Donc, si la difficulté pour comparer deux organisations, c'est plutôt donc l'ACV des organisations est plutôt un élément de diagnostic, comme on l'a bien vu à travers les exemples, qu'un élément de comparaison. C'est malgré tout possible. Donc, éventuellement, je pourrais comparer Yoplait à la branche Dairy de Danone, mais pas Yoplait versus Danone. Enfin, sur un exemple peut-être trop simple, mais donc, c'est pas impossible, mais ça pose quand même de sérieuses comparaisons, de validité des comparaisons. Je complète juste ce que tu viens de dire, Philippe, avec le fait que c'est des démarches de la Commission européenne, du GRC, qui sont très récentes. Le document le plus récent, c'est 2019, il est sorti l'année dernière, et ils ont fait toute une démarche justement d'expérimentation pour mettre en place ces règles de comparaison au sein des secteurs. Et ils ont fait une démarche avec des retours d'expérience au sein d'un secteur, comment est-ce qu'on peut mettre en place des règles pour pouvoir faire des comparaisons qui soient cohérentes. Donc, c'est vraiment en cours et pour l'instant, c'est encore une science qui demande d'avoir des retours d'expérience et plus de maturité dans le cadre méthodologique pour avoir des comparaisons fiables. Alors, une question pour cette fois-ci pour toi, Anthony. J'ai une question qui ressort. Qu'est-ce qu'il y a vraiment une différence du coup avec le bilan carbone? Alors, à la fois sur les résultats, ça t'a un peu en partie répondu, mais à la fois sur la méthode par rapport à un bilan carbone des organisations. Alors, en termes de méthode, pas tant que ça. L'organisation des données est généralement différente. La notion des scope 1, scope 2, scope 3 qu'on peut retrouver en ACV, qu'on peut retrouver dans le bilan carbone, elle n'est pas forcément pertinente en ACV, où les scopes sont justement généralement agrégés. Quand on prend un produit, on ne va pas regarder les émissions de scope 1 du produit, les émissions de scope 2, on prend son cycle de vie directement. En termes de méthode, il n'y a pas tant de différence. L'intérêt, c'est ce que je disais avant, c'est qu'on avait un peu plus de liberté pour aller regarder d'autres activités qui aujourd'hui dans les bilans carbone que l'on réalise sont pas faites parce que c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas
des données, enfin des éléments sur ces données monétaires qu'on peut utiliser pour tous les secteurs. Il y a quelques trucs, je crois, je ne vais pas dire de bêtises avec bilan carbone, mais pas sur tous les besoins que l'on avait. Et puis parce que ça permet de voir d'autres choses sur d'autres indicateurs. On l'a vu, là, par exemple, l'énergie déplacement, certes, c'est ce qui ressort sur notre gaz à effet de serre et ça ressort sur d'autres indicateurs d'impact. Par contre, il y a des choses qu'on ne voyait pas du tout sur les émissions de gaz à effet de serre, mais qui ressortent sur d'autres choses. C'est intéressant pour nous d'avoir cette image un peu plus exhaustive des impacts. Donc, en termes de méthode, il n'y a pas grand-chose. C'est plus en termes d'analyse des résultats où là, il y a des différences. Tout à fait. Hein. Par exemple, si je prends tout ce qui est en France où on a un mix énergétique très spécifique avec une majorité de nucléaire, bah, le bilan carbone, il va très peu refléter toute cette consommation énergétique, alors que le multicritère, à la fois pour l'épuisement des ressources uranium et pour les radiations ionisantes, bah, dans une approche multicritère, on va le voir. Sinon, si on n'a qu'une approche carbone, eh bien, il va un peu passer en dessous du radar toute la conso électrique d'une organisation. De la même manière, si j'étudie une organisation qui est internationale, par exemple du papier, un des gros impacts de la production de papier, c'est l'eutrophisation des milieux aquatiques ou la pollution des milieux aquatiques en général. Et là, on va passer complètement à côté de ça si on ne fait qu'une approche carbone. Je vais en rester là parce que du coup, on a un petit peu mordu sur le temps, il faut qu'on tienne le délai, et passer la parole à Agatha, donc de la Société Canal de Provence. Oui, je suis là. Bonjour à tous. Je vous partage mon écran. Voilà, pour une présentation qui va concerner la démarche qui vient d'être entamée à la SCP de réaliser une ACV organisationnelle. Donc, la Société du Canal de Provence est dans la chaire Elsa Pact depuis son début. Donc, on a surtout fait des ACV plutôt produits et services. Et du coup, c'est la première fois qu'on se lance dans cette ACV organisationnelle. Donc moi, j'interviens en tant qu'expert en environnement et en routine, je fais plutôt des analyses environnementales approche site, donc des études d'impact. Et depuis quelques années, voilà, j'ai commencé la partie ACV services et produits. Donc en quelques mots, la Société du Canal de Provence, c'est une société d'aménagement régional qui a 4 domaines de compétences principaux, donc opérateur hydraulique, aménageur, ingénieur conseil et aussi producteur d'énergie. Donc en tant qu'ingénieur conseil, on a aussi des filiales à l'étranger. Donc ça, je vous montrerai dans le schéma de ce qu'on a compté de prendre en compte. Donc on est à peu près plus de 500 salariés, un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros et du coup on distribue de l'eau brute à plusieurs usages, donc agriculture, industrie, particuliers, grandes villes. Les démarches qu'on a déjà en cours à la SCP, elles datent depuis longtemps, donc des démarches déjà dues réglementairement, donc l'audit énergétique et le bilan d'émissions des gaz à effet de serre. Et dans les démarches non réglementaires, pardon, il y a un problème avec la souris, il y a le système de management environnemental, donc on est certifié ISO 14001 aussi. Et ceci se décline par une élaboration d'une analyse environnementale, donc qui consiste à identifier les impacts environnementaux et les analyser, réaliser une cotation et voir sur quels impacts qui sont considérés significatifs on va pouvoir agir à travers un plan de management environnemental. Donc tout ça, c'est pour vous amener au pourquoi du coup d'une démarche qui est complémentaire, donc la CV organisationnelle. En fait, la grille de cotation, donc elle est faite de cette façon qu'il y a 2 paramètres, un paramètre de criticité qui est dû à la fréquence multipliée par la gravité d'un aspect environnemental qui est identifié. Et après, ceci est corrigé par un facteur de maîtrise, donc une grille de notation qui permet de définir à la fois quel chiffre on donne pour la fréquence, la gravité, et aussi pour le facteur de maîtrise. Donc, cette analyse porte à produire une matrice qui est comme vous la voyez, où le score final, s'il tombe dans une
une zone verte qui est en dessous du seuil de 1,5. C'est la zone qu'on appelle la zone maîtrisée. Mais voilà, dès qu'on se situe dans la zone orange ou rouge, il y aura une action qui va être mise en face de cet aspect. Donc, pour vous donner un exemple des aspects notés par exemple en orange, on a identifié donc par cette analyse environnementale interne la consommation d'énergie des bâtiments et les déplacements professionnels. Par contre, du coup, il y a un plan d'action, mais dans ce plan d'action, on ne sait pas lequel, par exemple, des deux est plus grave, lequel pourrait correspondre à un hotspot environnemental. Donc, suite aux différents audits AFNOR pour la norme ISO 14001, ça nous a paru vraiment comme une évidence d'appliquer l'ACV organisationnel pour venir répondre à cette question. Donc, les objectifs sont bien évidemment en lien avec ce que Charlotte vous a déjà présenté. Donc, avoir cette analyse de contribution et pouvoir identifier donc les hotspots d'impact environnemental générés par notre entreprise. Compléter les analyses déjà réalisées, donc le bilan carbone et venir du coup rajouter d'autres paramètres qui aujourd'hui ne sont pas mis en évidence. Et aussi, du coup, explorer des scénarios de changement dans le but d'améliorer la durabilité de nos choix. Donc, pour mémoire, Philippe le rappelle très souvent, donc l'ACV est un indicateur pour la sphère de l'environnement. Et c'est bien le croisement des trois sphères, économie, sociale et environnementale, qui permet d'évaluer la durabilité d'un choix ou d'une entreprise. Voilà. Donc, l'approche qu'on choisit d'appliquer, elle est en lien avec des démarches internes en cours. Donc, on a un projet qui s'appelle Campus, donc qui a des objectifs, par exemple, de maîtriser la température et l'énergie, adopter des éco-gestes, adapter l'environnement de travail, donc le mobilier, l'approvisionnement, apprendre des bonnes pratiques pour les équipements informatiques, donc par exemple envoyer plutôt des liens que des pièces jointes, et repenser les déplacements, notamment avec la mise en place du télétravail. Donc, le périmètre d'étude, il est largement calqué sur ce que Antoine m'avait partagé, donc l'ACV du CIRAD. Donc, je me suis inspirée des catégories pour discuter en interne qu'est-ce qu'on voulait y mettre dedans. Donc là, il y a des grands pavés comme l'énergie, l'infrastructure, les déplacements, les consommables, les repas et les déchets. Et au sein de chaque grande catégorie, j'ai détaillé ce qui nous semble pertinent de inclure et le scénario qui pourrait être fait sur cette partie. Donc, je ne vais pas vous décrire toutes les catégories, mais juste pour information, donc nous, on est une société d'aménagement régional, donc on exploite des réseaux. Donc, en plus de nos bâtiments, on a choisi d'inclure dans ce périmètre le fonctionnement de notre réseau. Donc, pour la partie énergie, c'est par exemple l'énergie nécessaire pour le pompage de l'eau quand il y a besoin, pour le maintien de la pression dans les réseaux, et aussi les extensions de réseau. Par contre, on a exclu le patrimoine existant, c'est-à-dire qu'on a déjà un patrimoine boîtier de canaux, de stations de pompage, de barrages qu'on exploite et qui, si on faisait une ACV en incluant l'ensemble de ce patrimoine, ça risquerait d'écraser ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est-à-dire ce sur quoi on peut agir. Donc, nous, on veut voir comment améliorer notre performance. Donc, le patrimoine existant, il va être négligé. Et on a aussi exclu les antennes à l'international pour l'ensemble, pour le problème du manque de précision des données. Voilà. Donc, l'idée, c'est de solliciter l'ensemble des services, donc services généraux, services informatiques, ingénierie, l'exploitation, la maintenance, les services achats. Avec le bémol, je rejoins ce qu'a dit Anthony sur la difficulté pour l'informatique, parce que je viens de faire la première réunion de lancement de ce projet et le chef du service informatique m'a déjà informé du trou noir dans les données, c'est-à-dire qu'ils ont des données de fonctionnement des data serveurs et tout ça, mais ils ne pourront pas détailler si la donnée disons, si l'énergie consommée doit être affectée à l'envoi de mails ou au stockage de la donnée et tout ça. Donc, ça émerge déjà comme une question un peu difficile.
Et un autre feedback que je peux vous donner, c'est que on a aussi réfléchi au périmètre, donc aux limites de bornage de ce périmètre. Par exemple, dans la simulation des jours de télétravail, on va simuler une situation qui pourrait avoir des effets induits. Par exemple, la mise en place de 2 jours de télétravail pourrait induire un éloignement des salariés finalement. Donc voilà, c'est des questions qu'on va aborder par la suite. Et voilà, donc l'idée c'est de faire une démarche par étapes. Donc la première chose, donc tous les graphiques que vous voyez ici sont des graphiques imaginaires, c'est pas les résultats encore parce qu'on n'a pas encore entamé la démarche. C'est on imagine avoir des résultats où par exemple les infrastructures vont dominer dans les impacts. Et après, on ira faire un focus donc, dans ceux qu'on aura identifiés comme des hotspots, donc avec 2 objectifs. Donc, d'abord, voir au sein de chaque hotspot quelle est la contribution. Donc, par exemple, pour l'infrastructure, je vous avais listé, il y a les bâtiments, il y a le parc auto, voilà, d'autres choses. Donc, au sein de ce hotspot, voir quelle est la contribution, de quoi il est fait. Et après, aller modéliser des scénarios pertinents. Donc, par exemple, les bâtiments avec le chauffage actuel et les bâtiments avec le chauffage avec un objectif différent de celui d'aujourd'hui. Et après, la dernière partie, c'est du coup de mettre ensemble bout à bout les scénarios pertinents, donc ceux qui ont un impact conséquent, et du coup de faire une comparaison pour se benchmarker nous-mêmes entre la société du Canal de Provence telle qu'elle est aujourd'hui et celle qu'on envisage à une échéance moyen terme, où il y aurait un scénario mixte de choses qui nous semblent voilà, donner un effet, donc un jour de télétravail, des bâtiments à une certaine température, des éco-achats plus locaux que fait actuellement. Voilà, donc toute cette démarche est pas encore aboutie, mais voilà, je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour connaître les résultats. Voilà, je vous remercie. Merci Agatha pour cette présentation. Donc on a des questions toujours un petit peu générales qui ne s'appliquent pas directement forcément, alors je vais les dernières, mais il y a toute une famille de questions sur les activités dématérialisées. Donc comment on fait calculer les impacts de la recherche et développement? Alors informatique, tu en as parlé. Est-ce que tu as quelques éléments de réponse et puis je peux compléter moi aussi la réponse sur les activités un peu dématérialisées. Donc R&D par exemple, informatique, tu en as parlé. Oui, R&D, nous on en fait très peu à part le projet Les Impacts, donc j'ai pas vraiment de... J'ai vu passer la question sur la R&D entre les activités recherche sur le pétrole et tout. En effet, c'est à parité de salariés et tout, c'est difficile de... Alors peut-être en élément, en complément de réponse, hein, sur toutes les activités qui sont très dématérialisées. Par exemple aussi la société, tout ce qui est par exemple, alors le plus assurance, banque, etc. Vous utilisez des services bancaires, vous utilisez des services d'assurance. Qu'est-ce qu'il y a comme impact derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a comme donc pour les activités les plus dématérialisées, on a beaucoup de mal à les capturer avec les bases de données produits telles qu'on les a en ACV. Donc là, on utilise plutôt des bases de données, ça a été évoqué, input-output. On n'a pas le temps là, dans ce webinaire de rentrer dans le détail de ce qu'est input-output, mais là, du coup, on va allouer l'ensemble des impacts calculés, par exemple l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, à toutes les activités économiques. On oublie au prorata des échanges qu'il y a entre ces activités économiques. Et cette manière de faire nous permet d'avoir les impacts environnementaux d'activités très dématérialisées. Et c'est pour ça qu'on est amené, plus souvent qu'en ACV conventionnel dans les ACV input-output, à utiliser des bases de données hybrides. C'est-à-dire, à 80%, on va utiliser les bases de données conventionnelles d'ACV pour tous les produits qui rentrent ou les services de l'électricité, j'utilise de l'eau, des voitures, du transport aérien. Ça va être les bases de données classiques d'ACV. Mais si on veut vraiment aller loin et modéliser des activités plus dématérialisées, eh ben, je peux utiliser des bases de données input-output et la combinaison des deux s'appelle des 2 bases de données hybrides. Donc ça, on rentre quand même dans du niveau de spécialiste là, et ce n'est pas l'objet trop du webinaire, et je voulais quand même répondre à cette question.
Je regarde un petit peu les questions s'il y a directement. Peut-être juste, Agatha, c'est la démarche, là, c'est la direction qu'il a initiée de son propre chef ou comment ça s'est passé un petit peu? Eh ben, en fait, j'ai été conviée souvent pour présenter la démarche ACV pour nos projets d'ingénierie aux audits AFNOR. Et donc, l'idée est venue suite au questionnement des auditeurs qui nous ont dit dans tout votre listing de actions, lesquelles sont vraiment dans le cœur de votre métier et lesquelles sont les plus impactantes. Et en fait, cette notation occurrence, gravité, facteur de maîtrise ne permet pas vraiment d'identifier les hotspots, permet de donner une hiérarchie, mais pas de dire si on est en train d'agir sur un hotspot ou pas. D'où l'idée, voilà. Et grâce à la chaire, en fait, on a vu ce qu'on peut faire grâce à la CV pour la partie plus service de l'eau, ingénierie, et voilà, c'est venu très naturellement. Et du coup, la direction a adhéré à cette proposition de projet ACV organisationnel. Parfait. Aussi, du coup, une très belle illustration des questions précédentes, c'est dans le périmètre, vous avez volontairement choisi d'exclure toutes les infrastructures qui sont énormes dans votre cas, hein. Par exemple, les gros barrages que vous avez. Et du coup, c'est très bien parce que si c'est pour faire des actions, le barrage, il est construit, vous ne pouvez plus rien pour lui. Mais du coup, ça aussi, c'est un des éléments qui rend complexe la comparaison de deux organisations. Imaginons une autre organisation qui, elle, aurait inclus les infrastructures pour d'autres raisons. Ça rendrait la comparaison difficile parce que le périmètre ne serait pas le même. Ça répond un petit peu aux questions. Mais oui. je précise quand même que je pense qu'à terme, hein, il y avait une question dans cette direction-là, à terme, on va pouvoir faire des comparaisons parce que si on fixe bien les règles, bien les périmètres, on va pouvoir de plus en plus en faire, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe quel périmètre. J'avais juste un rajout à faire, c'est que on va faire 2 simulations, une uniquement pour l'entreprise sans ces éléments de consommation d'énergie pour faire fonctionner le réseau et sans les extensions de réseau annuelles, le taux annuel qu'on fait d'extension de réseau hydraulique. Et une autre, voilà, une avec et une autre sans, parce qu'on voulait juste avoir une idée de la jauge, de quelle part de notre activité de services centraux ont ces canalisations et ces extensions. Voilà. Merci Agatha. Donc, je vais passer la parole à Antoine Estouff qui va nous parler de l'ACV des projets. On va essayer Antoine et Stéphane, je suis désolé, mais il faut vraiment se compacter parce qu'on risque de dépasser de 5-10 minutes malgré tout parce qu'on je vous laisse la parole. Merci. Alors, merci Philippe et bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Donc bonjour à tous et je vais vous présenter donc un projet qui a débuté il y a quelques mois sur l'ACV organisationnel d'un projet de gestion du littoral, qui est un projet qui est coordonné par l'Office français de la biodiversité et donc qui est un projet européen LIFE Mara. Donc pour nous présenter rapidement, donc l'INRAE Transfert, c'est la filiale privée d'INRAE qui propose des prestations de services aux entreprises et donc dans le cadre de la ligne de service ACV Éco-conception, propose la réalisation d'ACV en étant adossé au pôle de recherche ELSA. Ainsi, donc pour définir l'organisation qui est à analyser au sein de cette analyse des organisations, donc c'est un projet européen qui regroupe, qui est un partenariat de 12 structures, à la fois des institutions scientifiques et des institutions de gestion de parcs naturels, d'espaces naturels, donc comme des parcs nationaux ou des parcs naturels régionaux. Au sein de ce projet, il y a près de 140 scientifiques et gestionnaires de sites protégés qui sont intégrés sur une période de 8 ans. Nous sommes à la 3e année du fonctionnement du projet, du début du projet. Il y a 162 sites concernés par les actions de gestion et de conservation des littoraux.
pour un budget de 22 millions d'euros. Et donc, au sein de ce projet, il y a une démarche éco-responsable qui a été à l'initiative des partenaires et qui n'est pas une obligation de l'Europe, et qui a abouti à la rédaction d'un livrable, d'un plan d'action rassemblant 75 actions éco-responsables, qui a permis aussi l'édition de fiches d'éco-gestes pour toutes les institutions et tous les partenaires du projet. Et au sein de cette démarche éco-responsable, il y a aussi la réalisation d'un bilan carbone ou d'une ACV organisationnelle du projet. Et donc, ce projet-là, c'est cette mission qui est présentée ici. Ainsi, les objectifs de cette ACV du projet MARA, c'est l'obtention d'un bilan environnemental de référence du fonctionnement du projet pour une année, et nous avons donc choisi l'année 2019, l'année dernière. Ce bilan de référence va permettre ensuite, via le développement de scénarios et la définition d'actions éco-responsables qui ont été définies dans le plan d'action MARA, de voir quel est l'impact en fait de la réalisation de ces actions au sein du bilan environnemental de référence. L'objectif ainsi est de vérifier la pertinence de ces actions, à quel point ces actions ont un impact sur le bilan global du projet, et de hiérarchiser ces actions-là. Le but final est aussi de fournir des recommandations pour les financeurs et le management de futurs projets de ce type-là. Concernant les unités d'analyse de l'ACV organisationnelle, donc Charlotte avait défini les différentes unités. Donc l'organisation déclarante qui correspond à l'unité fonctionnelle d'une ACV produit. Dans le cadre de l'ACV de ce type de projet, où elle correspond en fait à l'association de 12 partenaires, de 12 instituts. Et donc, l'organisation déclarante va être une année de fonctionnement du projet MARA. Suite à cela, il y a le flux de déclaration qui correspond au flux de référence d'une ACV classique produit. Et dans le cas d'un projet de conservation, il est relativement difficile de définir un flux produit. C'est relativement difficile de le quantifier, donc notamment puisque ça correspond aux bénéfices des actions du projet de conservation sur les espaces littoraux. Et donc, nous avons défini le flux de déclaration comme la réalisation des actions de conservation sur une année. Donc, voici pour les données, les exigences, certaines exigences de l'ISO qui demandent dans une ACV la définition de ces unités. Ensuite, pour avoir un aperçu des différentes données que nous avons mobilisées, ça reprend les données qui ont été proposées par Anthony et par Agatha. Et donc là, nous les avons classées par thématiques qui ont été définies par le plan d'action des partenaires du projet MARA. Donc, mobilité, organisation d'événements éco-responsables, éco-responsabilité au bureau, engagement dans une autre démarche éco-responsable. Et donc, pour chaque thématique, nous avons donné un exemple des données collectées. Donc, par exemple, pour la mobilité, c'est le lieu de toutes les missions et le mode de transport associé à ces missions. La collecte va correspondre, par exemple, pour ce type de données au rapport financier MARA. Et associé à ce rapport financier, des hypothèses complémentaires ont été adossées pour calculer en fait la donnée kilométrique qui a été issue de calculateurs directement en ligne, et la définition de repas de mission par défaut pour avoir une estimation de la part de cette restauration au sein du projet MARA et de ses missions. Donc, par exemple, aussi pour l'éco-responsabilité au bureau, nous avons obtenu le nombre de jours travaillés par institution au sein des différents rapports financiers de MARA. Donc, ils vont permettre de définir des modalités d'utilisation des PC et d'avoir une estimation de l'utilisation du parc informatique au sein du projet.
Et donc, voici pour un aperçu des différentes données spécifiques au projet MARA. Et à côté de ces données, nous avons donc les données génériques qui vont être associées aux données spécifiques et donc, par exemple, qui vont permettre d'utiliser directement la production électrique, l'impact de l'électricité française au sein du projet MARA, et donc de ne pas devoir remodéliser toute l'électricité française au sein de ce projet-là. Donc, pour les données, pour ce type de données, nous allons utiliser la base de données EcoInvent et à côté, la base de données pour la modélisation des repas et de la restauration, ce sera la base de données AgriBase. Concernant la méthode d'impact utilisée, donc la méthode qui va permettre de traduire les émissions vers l'environnement des données spécifiques et génériques du projet en termes d'impact sur l'environnement, donc comme les indicateurs de changement climatique ou de tropisation. Nous avons choisi d'utiliser Environmental Footprint 2, qui est actuellement la méthode recommandée par l'Union européenne. Et donc, pour ces projets, les résultats, nous sommes encore en cours d'agrégation des données et de recherche des données. Et donc, les résultats ne sont pas encore obtenus. Et ça devrait se terminer d'ici la fin de l'année. Voilà. Merci à tous. Merci Antoine. Donc, on a bien vu à travers cet exemple en cours que l'ACV, ce qu'on entend, j'avais une des premières questions qui a été posée, c'était c'est quoi une organisation? Quelle est votre définition du sens organisation? Ben là, on voit bien que ça peut aller d'une multinationale à une exploitation agricole en passant par un projet. La définition, elle est très élargie et dans tous les documents de référence, la première étape consiste à bien définir ce qu'on entend par l'organisation qui va être étudiée. Et après, tout en découle. Donc, merci pour ce témoignage projet. Je vais pas les questions, je répondrai à la fin, mais pour laisser un petit peu de temps à Stéphane. Donc, on devrait prendre 10 minutes de plus que prévu, mais et boucler. Donc, Stéphane, je te laisse la parole. Très bien, merci. Mon écran, voilà. En mode diapo. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Très bien. Oui, très bien, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je vous fais également un petit retour d'expérience spécifique à EVA sur l'ACV organisationnel pour compléter un peu ce qui a été dit. Il va y avoir finalement pas mal de redites, en tout cas des convergences par rapport à ce qui a déjà été dit, ce qui est relativement rassurant. D'abord, un premier point sur, j'ai appelé ça retour d'expérience de notre panel client à nous. Alors, en tant que, peut-être que tout le monde ne connaît pas EVA. EVA, on est un cabinet de conseil en analyse de cycle de vie et éco-conception. Donc, on accompagne par définition des clients très majoritairement, quasiment 100% industriels sur des ACV et de l'éco-conception. Notre retour d'expérience, alors on ne va pas faire, comme on dit entre nous pour s'amuser, quand on parle de consultants qui veulent paraître plus beaux que ce qu'ils sont, on ne va pas faire les gros bras, on va être très clair, on n'a pas de demande d'ACV organisationnel au sens strict, personne n'est venu vers nous en disant s'il vous plaît, fais-moi une ACV organisationnelle, on n'a pas ça. On a en revanche à notre actif une revue critique d'ACV organisationnel, d'un client qui a fait une ACV organisationnelle, et c'est à partir de cette revue critique que je vais vous exposer un cas d'étude. On a en revanche pas mal de bilans carbone, scope 3, alors scope 3 plus ou moins complet, mais des bilans carbone scope 3 complets peuvent se rapprocher et peuvent même être considérés quasi identique, comme ça a déjà été dit, à une ACV organisationnelle, nonobstant le fait que un bilan carbone, c'est par définition monocritère, alors qu'une ACV organisationnelle devrait être monocritère.
Pour information, pour compléter… multicritères. Hein. Pardon? Multicritères. Une ACV organisationnelle, elle est multicritère. Tu as dit monocritère. Oui, bien sûr. Lapsus, merci. Un lapsus, bien sûr, elle doit être multicritère. Voilà, donc pour compléter ce retour d'expérience sur notre panel client, pour information, le type d'entreprises qui ont fait des bilans carbone Scope 3, donc voilà, le secteur de la navale, le secteur des industries agroalimentaires. Alors en face, c'est le chiffre d'études qui ont été réalisées par nous. Distribution, vente à distance 3, le mobilier, le bâtiment, le matériel agricole, donc équipement d'engins agricoles, la cosmétique, les médicaments, et puis secteur manufacturier et biens domestiques. Voilà. Donc, juste ce retour d'expérience pour montrer un petit peu, essayer de donner une indication de l'activité, de ce qui pourrait ressembler à de la CV organisationnelle et qui, pour l'instant, pour nous en tout cas, se concrétise plutôt par du bilan carbone Scope 3. J'en viens au cas d'étude. Donc, c'est un cas d'étude réel, mais qui sera, pour la juste cause, complètement anonymisé par rapport à une revue critique qu'on a fait de cette étude ACV organisationnelle. Donc, il s'agit d'une entreprise de taille intermédiaire qui appartient elle-même à un groupe industriel international qui fait environ 10 000 personnes. On est dans le secteur manufacturier et plus précisément dans l'équipement des ménages via un réseau de distributeurs B2B. Donc, on est en B2B, sachant qu'in fine, ces produits sont destinés à la grande consommation. Voilà. Et on est sur une entreprise dans laquelle il y a 3 branches produits distinctes. La CV organisationnelle a été réalisée sur la branche Europe de cette entreprise, qui est une entreprise mondiale, hein, comme je l'ai dit. Et donc là, on rejoint un peu les questions sur la définition du périmètre de la CV organisationnelle. Donc là, l'entreprise a choisi de se concentrer sur sa branche Europe. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle s'était portée par la division France. Cette étude a été réalisée en 2014 avec des données de 2013. Et donc, une petite précision pour le contexte sur cette branche Europe, donc, qui était le périmètre de la CV organisationnelle. Cette branche compte environ 1500 salariés, plusieurs marques, 5-6 marques de mémoire, 8 catégories de produits et des centaines de références. Donc, vous commencez à imaginer la complexité. Une production dans 13 pays européens, puisque c'est la branche Europe, une distribution dans plus de 80 pays au niveau mondial. Et c'est une entreprise qui a un historique, alors qui déjà en 2013 avait un historique de politique développement durable, avec notamment des actions en ACV, c'est-à-dire avait réalisé des études d'analyse de cycle de vie et d'éco-conception, voilà, depuis déjà plusieurs années. Alors, l'objectif pour cette entreprise de réaliser une ACV organisationnelle, c'était de donner des indicateurs objectivés pour suivre la politique durabilité de l'entreprise, sachant que cette entreprise s'était donné pour objectif d'atteindre, alors en 2013, de réduire de 20% son empreinte carbone d'ici 2020 et de réaliser un chiffre d'affaires de produits éco-conçus de 20% du chiffre total du pourcentage total de son chiffre d'affaires. Ça, c'était les objectifs de l'entreprise. Et donc, les résultats de cette ACV organisationnelle devaient servir à mesurer, à suivre l'évolution de cet objectif. Donc, via une revue critique de l'étude, et la cible était uniquement le comité directeur. Voilà, c'était donc vraiment une étude à usage interne, mais ils avaient souhaité une revue critique justement pour robustifier un petit peu l'étude et être sûr qu'ils essayaient une base suffisamment objective pour pouvoir s'en servir comme un outil de pilotage de l'entreprise. Le périmètre de cette CV organisationnelle, c'était donc évidemment l'activité de l'entreprise, de production de l'entreprise en tant que telle, l'activité de distribution ici représentée par par toute la petite pieuvre qui symbolise l'activité de distribution dans les 80 pays,
Et puis donc la partie consommateur qui, comme ça a été dit tout à l'heure, et en l'occurrence pour cette typologie de produits, représente une majorité, on verra les résultats après, puisqu'il y a une phase d'utilisation non négligeable liée à des phases de transport, et puis également la fin de vie du produit par le consommateur. Alors, les indicateurs qui ont été choisis pour les résultats de cette étude, c'était évidemment du CO2, des tonnes de CO2 pour suivre l'empreinte carbone, enfin équivalent CO2, des tonnes de matière vierge avec de savants calculs pour différencier la part de recyclé de la part de matière vierge et la quantité de déchets non valorisés. Donc, on voit que là, au niveau des indicateurs, on est sur un indicateur d'impact et plutôt sur deux indicateurs de flux. Et le gros du travail, donc, concernant l'inventaire des données, on était là sur une approche cut-off pour des raisons très pratiques. Vous l'imaginez, pour rappel, on parle d'un portefeuille avec des centaines de références. Et donc, cette approche cut-off de type 80-20, c'était une approche pragmatique. Donc, le périmètre de l'inventaire s'est réduit, entre guillemets, à 4 catégories de produits au sein desquelles se répartissaient 21 références, étant entendu que ces 21 références couvraient à elles seules 91% des produits expédiés, c'est-à-dire les produits vendus. Et pour les 9% restants, ils ont réalisé une allocation massique pour les dernières 9% avec une règle de 3. Je pourrais y revenir si vous avez des questions là-dessus. À titre d'indication, les ventes expédiées, parce que c'est des chiffres qu'ils ont, eux, donc sur des données économiques plutôt, les ventes expédiées en 2013 ont représenté 8,2 millions d'unités, donc pour les 4 catégories, et 27 000 tonnes de produits. Donc, pour les 4 catégories, on avait 4 produits de référence. Et ensuite, au sein de chaque catégorie, ont été établis des équivalences en masse. C'est un peu la même démarche que quand on parle de containers équivalents 20 pieds ou quand chez Airbus, on parle d'équivalent à 320. Là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on disposait, l'entreprise avec son antériorité sur l'analyse de cycle de vie, disposait de 4 ACV qu'elle avait réalisés sur un produit pour chacune des 4 catégories. Et donc, les autres produits de cette catégorie étaient ramenés par un équivalent massique à ce produit de référence pour lequel il disposait d'une ACV. Pour ce qui concerne les données d'inventaire sur la production sur les différents sites, donc 13 sites de production, je le rappelle, en Europe, ils ont réduit la collecte de données à 9 sur les 13 sites, et ces 9 sur les 13 sites représentaient 85% d'équivalent temps plein, et pour les 15% restants, pareil, il y a eu une allocation qui a été réalisée au prorata des équivalents temps plein pour les consommations en kilowattheure de gaz, d'énergie, d'eau, etc., etc. Voilà. Donc, on disposait, c'est sur la partie gauche, pardon, on disposait donc de 4 BOM, 4 nomenclatures de type ACV sur 4 produits. On disposait des données sites grâce un peu au système de management environnemental ISO 14001. Donc, on avait les consommations d'énergie, les rejets en déchets, etc., etc. Et puis, pour réaliser les extrapolations, ils ont utilisé les données donc, de l'outil CRM concernant les expéditions, puisqu'ils avaient un chiffre précis sur le nombre d'unités vendues, expédiées, et sur les ventes, que ce soit en nombre d'unités ou en tonnes. Pour la petite histoire, justement sur l'intérêt de coupler une approche micro avec une approche macro, enfin, que Philippe appelle ici méso en l'occurrence, mais plutôt une approche, j'appelle une approche macro, c'est que quand ils ont essayé de boucler un petit peu à partir des ACV, quand ils ont essayé de boucler les flux à partir des ACV, ils se sont aperçus que ça ne correspondait pas
à la quantité qu'ils avaient en expédition ou en vente. Il y avait un petit delta de différence. Voilà, donc il fallait combler ce trou. Concernant les inventaires, il y a une utilisation de la base de données Coinvent et là encore des bilans carbone et bases de données bilan carbone. Donc, les indicateurs ont été ramenés au scope 3 du bilan carbone. Je rappelle très rapidement, je fais le rapprochement entre les périmètres illustrés dans la norme ISO 1472 sur la CV organisationnelle et les périmètres définis dans le bilan carbone. Quand on boucle les deux, on obtient exactement la même chose, comme ça a été très bien expliqué par Anthony notamment, sauf que le découpage est différent. Ce qui peut poser d'ailleurs des problèmes dans l'utilisation de certaines données, parce que les empreintes carbone au sein des Coinvent et celles de bilan carbone, il y a un petit travail à faire pour retomber sur ses pieds, soit dit en passant, donc ce n'est pas forcément immédiat. Alors, là, c'est uniquement à titre illustratif, ça ne dit pas grand-chose. Voilà les résultats qui étaient obtenus donc, pour l'année 2013, sachant que l'objectif, c'était de réitérer l'exercice chaque année jusqu'à au moins l'année 2020, puisque les objectifs étaient à 2020. Donc, en empreinte carbone, 210 000 tonnes équivalent CO2, 21 000 tonnes de matière vierge et 21 tonnes de déchets non valorisés, voilà, selon leurs indicateurs, qu'ils ont retraduit en post-bilan carbone, et où l'on voit que s'agissant de leur cas, pour le type de produit considéré, il y avait à peu près 55% de l'empreinte carbone qui était issue du produit en tant que tel, donc qui est embarqué dans le produit emballé, et que 38% de l'impact carbone de cette empreinte organisationnelle, de cet ACV organisationnel, était du fait de l'utilisation des produits. Voilà. Pour finir, quelques petits enseignements. Donc, de notre point de vue, EVA, il semblerait plutôt qu'actuellement l'exercice porte plutôt sur du bilan carbone scope 3 que de l'ACV organisationnel, mais ce qui n'est pas complètement illogique vu qu'il y a une incitation réglementaire sur le bilan carbone qui n'existe pas sur l'ACV organisationnel, et que d'autre part, l'ACV organisationnel est très loin d'être un exercice trivial s'agissant de la quantité de données à collecter. Donc, pour ceux qui font de l'ACV produit, vous savez que le principal problème de l'ACV produit, c'est l'acquisition des données et la trituration des données. Dans l'ACV organisationnel, c'est un exercice qui peut vite se démultiplier, soit que l'on parle de centaines de références, soit que l'on parle de plusieurs sites de collecte, soit que l'on parle d'une entreprise qui fabrique un ou deux produits, par exemple fabrication de navires, mais un produit tellement complexe qu'on n'imagine même pas en réaliser une analyse de cycle de vie. Voilà. Donc, concrètement, l'exercice d'ACV organisationnel, ça peut clairement être un frein, vu la complexité. En revanche, et ça a déjà été dit, et je reconfirme l'intérêt du croisement entre l'ACV, l'exercice d'ACV, qui soit produit ou organisationnel, et l'approche bilan carbone. Et d'une manière plus générale, l'intérêt de coupler l'approche micro et l'approche macro pour vérifier que les flux bouclent bien effectivement, pour vérifier la complétude des périmètres et des données. Ça a été dit aussi, je crois, également par Anthony, mais on a vu par exemple, nous, sur le client qu'on avait accompagné dans la navale, l'intérêt d'utiliser des données bilan carbone pour enrichir les données ACV et vice-versa, extraire des données de l'ACV pour venir enrichir le bilan carbone. Voilà. Donc, il y a un véritable intérêt de toute façon à avoir cette double approche micro-macro parce que
parce que ça permet de compléter les résultats et le raisonnement. Voilà. Merci à vous, j'ai fini. Merci Stéphane. Désolé à tout le monde pour un petit peu le retard qu'on a pris, mais toutes ces présentations étaient très riches et complémentaires. Il y a une question récurrente qu'on retrouve à travers plusieurs questions, c'est est-ce qu'on ne peut pas coupler ces résultats, que ce soit d'empreinte carbone organisationnelle ou d'ACV organisationnel, avec des indicateurs économiques, chiffre d'affaires, etc. Donc je te laisse peut-être répondre et puis… Si, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce que certains font. Effectivement. Alors, on parlait de la difficulté de comparer les organisations. Je pense que ce que peuvent dire les guides n'aura de toute façon pas trop d'influence sur ce que feront de fait les organisations. Elles auront de toute façon tendance à se comparer. Mais les précautions d'usage dans les comparaisons, justement, à mon avis, pourront être résolues avec ce type de ratio, ramené à de l'économique. Voilà. Et puis, d'un point comme de outil vue… aussi de progrès interne, c'est-à-dire une entreprise, elle va dire par euro de chiffre d'affaires généré, j'ai 210 000 tonnes de CO2, par exemple, sur l'exemple que tu nous as présenté, je divise par le chiffre d'affaires, ça va me faire tant de kilos de CO2 à l'euro de chiffre d'affaires généré. Et dans une démarche de progrès continu, ça peut être un très bon indicateur de dire l'année suivante, toujours par euro, j'ai moins de carbone, quoi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ça peut être un indicateur de dématérialisation, entre guillemets. Alors, il faut mettre beaucoup de guillemets Je rebondirai là-dessus en disant un petit peu, peut-être en esquissant la conclusion, c'est qu'on est sur un objet qui est relativement nouveau, la CV des organisations, et les usages qui pourront en être faits restent quand même majoritairement à inventer. Il n'y a pas la loi ne l'oblige pas, etc. Et que du coup, par exemple, ramener ça à des indicateurs socio-économiques et à faire plein de choses, ça reste largement à tester, à inventer et à mettre en œuvre. Oui, tout à fait. Si je peux me permettre, justement, ça rejoint un peu ta question, Philippe, mais un des intérêts que moi j'y ai vu aussi, enfin de coupler ces approches macro et donc méso au niveau de l'organisation, c'est de vérifier, quand on fait une approche produit avec l'unité fonctionnelle sur le produit, on sait dès le départ qu'on n'est pas forcément bon, et en tout cas qu'il manque une grosse partie. Ça a d'ailleurs été mis en évidence, je crois que c'est Yannick Schmidt de LCA 2.0 qui dit ça. Cette partie qu'on retrouve quand on fait une approche méso ou macro via input-output, en gros, qui dit que quand on fait une approche produit, on loupe à peu près 20 à 30%. Il faudrait rajouter 20 à 30% de cette empreinte pour avoir l'empreinte réelle, mais qui correspond en fait à la partie organisationnelle, justement, qui est généralement non comptée. C'est les déplacements des ouvriers, c'est les déplacements des commerciaux en avion, c'est les réunions, c'est le chauffage des locaux, toute cette partie-là qui est rarement prise finalement dans les ACV produits. Et donc, cette approche un peu plus macro permet de compléter, à mon avis, utilement les ACV produits pour avoir une empreinte un peu plus réaliste. Ok, je pense que ça sera peut-être juste j'aurai une dernière phrase et puis on conclura là-dessus en s'excusant pour avoir débordé. C'est que du coup, ces démarches d'ACV organisationnelles, les démarches d'ACV produits-services étaient trop uniquement appropriées par les services R&D, par les bureaux d'études, éventuellement par le marketing s'il y avait de l'affichage environnemental, mais pas par toute l'entreprise. Ces démarches un peu plus à l'échelle de l'entreprise entière ou de l'organisation entière vont irriguer et mobiliser tous les services. On voit par exemple que le service achat, si 80% des impacts sont liés aux approvisionnements, le service achat, il est en premier chef concerné par l'amélioration de l'empreinte environnementale de l'entreprise et des produits qu'elle fait. Beaucoup plus que le service R&D peut-être. Et du coup, ça, on ne s'en rend pas trop compte naturellement, mais on va s'en rendre compte. Ça va éclater aux yeux des gestionnaires de l'entreprise.
ces phénomènes-là quand on fait ce type d'approche à l'échelle d'une organisation complète. Et c'est ça que je voudrais dire, c'est que ça va être, on part à du macro, mais ça va redevenir à du micro. C'est comment je peux traduire ça dans un cahier des charges d'achat, comment je peux remotiver le service R&D, parce que j'ai identifié un hotspot que je n'imaginais même pas que c'était un hotspot environnemental à tel endroit. Et du coup, je pense qu'une interaction des démarches plus micro dans chaque service de l'entreprise, achat, marketing, R&D, etc., irriguée par cette approche globale qui va faire prendre conscience à la direction générale des gros postes de son activité, ben c'est ça aussi les usages qui va rester à inventer. Donc, je remercie tout le monde. Vous pouvez, si vous voulez être tenu informé des activités de la chaire, vous inscrire sur une liste sur le site de la chaire. On vous enverra tout ça dans le mail où il y aura toutes les présentations et les diapositives d'aujourd'hui. Et je remercie tout le monde et les nombreux participants, puisqu'on a oscillé entre 70 à la fin et on est monté jusqu'à plus de 100 participants. Merci à tous.